Chers collègues, chers amis, tout d'abord, j'aurais voulu donc remercier les organisateurs pour leur invitation et de pouvoir parler d'une thématique, l'athérosclérose, que j'avais déjà présentée lors de notre congrès de la SAHA au mois de janvier. Et on m'a donc sollicité pour parler de la plaque d'athérome à HLEF. Alors, comme vous le savez, l'athérosclérose étant une cause majeure de maladies cardiovasculaires, et ça reste toujours un défi permanent pour le praticien. Et il faut savoir que le paradigme de la plaque d'athérome, de la maladie coronarienne, est basé sur les scores de risque et la présence de sténose obstructive. Mais depuis quelques années, la réflexion a changé et dépister les plaques athéromateuses sujettes à la rupture devient un challenge quotidien. On parle de plaques vulnérables ou la plaque à haut risque cardiovasculaire et qui provoque les syndromes coronaires aigus, aussi bien ST+, qu'ST-. Donc une évaluation précoce de la vulnérabilité de ces plaques d'athérosclérose est d'une grande importance sur le plan clinique, et en sachant qu'il y a une avancée technologique en matière d'imagerie cardiovasculaire, en particulier de l'athérosclérose. Plusieurs examens d'imagerie aussi bien invasifs que non invasifs, en particulier, donc c'est l'OCT qui documente bien la plaque d'athérome, qui est bien connue par les cardiologues interventionnels. On en a un avec nous, le professeur Zawi est parti, et le Dr Gassim. Et maintenant, on parle beaucoup de scanner coronaire, qui a une pertinence aussi en matière de dépistage de ces plaques athéromateuses. Et tout l'enjeu de la prévention cardiovasculaire, maintenant, c'est centré sur ce dépistage et essayer de prendre en charge cette plaque sujette à la rupture, ou du moins faire régresser certaines plaques ou la stabiliser. Et donc, toutes les études qu'on avait ou les données sur la plaque d'athérome sont issues des études post-mortem suite à un infarctus du myocarde, une mort subite. Et sur le plan histologique, donc on avait des données histologiques dans la rupture de la plaque, l'érosion de la plaque, la présence de calcification, surtout la chape fibreuse qui est fine et donc sujette à la rupture, les hémorragies intraplaques. Donc tout ça a été connu par l'histologie. Et avec l'avènement de l'OCT, donc on voit très bien, vous voyez des images qui illustrent parfaitement la rupture de la plaque, l'érosion, la présence de calcification, le corps lipidique qui est important dans la plaque vulnérable. Donc ça précise toutes les caractéristiques d'une plaque vulnérable. Et ensuite, il y a eu l'EVUS, donc utilisé en salle de KT, et en particulier l'histologie virtuelle. Donc l'histologie virtuelle qui permet de différencier les trois tuniques de la paroi artérielle et également en particulier donc la visualisation du thrombus intravasculaire. Et comme vous voyez dans cette étude récente, donc, il y a une bonne corrélation entre l'OCT, qui reste le gold standard dans l'évaluation des plaques vulnérables, avec le scanner sur les critères de vulnérabilité de la plaque, à savoir le remodelage positif, l'hypodensité de la plaque, et ce qu'on appelle le napkin ring sign, ou le signe de rang de serviette, donc le corps nécrotique lipidique, et les microcalcifications. Donc ces quatre critères qui font partie de la vulnérabilité de la plaque d'athérome ou la plaque à haut risque cardiovasculaire. Alors dans toutes ces études, il y a deux mécanismes donc, qui sortent. À peu près trois quarts des patients font rupture de la plaque et un patient sur trois fait l'érosion. Donc vous imaginez qu'en faisant une rupture de la plaque, donc on est dans le syndrome coronaire aigu ST+, donc infarctus du myocarde, et dans l'érosion, on est dans le syndrome coronaire ST-. Donc quand on caractérise sur le plan histologique, comme je le disais, ces plaques d'athérome, elles sont riches en corps lipidiques,
En particulier, je parle de la plaque vulnérable comparativement à la plaque stable. Et donc, plus de macrophages, donc de l'inflammation au sein de la plaque d'athérome, et moins de cellules musculaires lisses, parce que les cellules musculaires lisses de la paroi artérielle constituent le prélude de la chape fibreuse. Donc, on a toute une avalanche de données scientifiques qui arrivent et qui parlent de cette thématique. Donc, on parle beaucoup de cette caractérisation de la plaque vulnérable, indépendamment de la sténose. C'est ça un peu la réflexion actuelle. Donc, vous voyez, par exemple, sur cette étude, les patients qui viennent pour un syndrome coronarien, ou suspicion de syndrome coronarien pour une douleur thoracique, pratiquement un tiers des patients atterrissent dans les radiologies pour un scanner coronaire. Et quand il y a des sténoses non obstructives avec des caractères de vulnérabilité, vous avez 8 fois plus d'événements coronariens. Donc beaucoup d'études récentes, vous voyez, qui intègrent donc des études avec l'OCT, de l'IVUS histologie virtuelle, le NIRS, c'est aussi à l'IVUS, c'est une technique spectroscopique qui permet de calculer en fait le volume du corps lipidique. Et vous avez quand même 21 études sur le coroscanner. Et vous voyez, on parle toujours de cette TECFA, enfin la chape fibreuse, la fine chape fibreuse, et vous avez donc le volume du lipide qui constitue les deux facteurs principaux aussi de la plaque vulnérable. Étude de Scott Hart aussi, qui a été effectuée, qui a montré qu'il y avait quand même une atténuation de, disons, l'hypodensité au scanner qui correspond à cette charge lipidique au sein de la plaque vulnérable. Donc des études toujours sur l'OCT, le NIRS, et vous voyez, pratiquement quand il y a par exemple une chape fibreuse fine, vous avez pratiquement 4 fois plus de MACE comparativement à ceux qui ont une chape fibreuse qui est large. Donc, et vous voyez aussi, ici sur le NIRS LIVUS, vous avez donc pratiquement le double quand la plaque est constituée d'un corps lipidique large. Ça, c'est pour les insuffisances aussi rénaux, parce qu'il y a des études récentes aussi qui parlent de ça. Donc, vous avez ces études, vous avez 88%, pratiquement 90% d'hypertendus, 24% à peu près de diabétiques. Toujours cette association, la triade athérogène et les dyslipidémies. Et vous voyez, par exemple, le score calcique qui est très important au sein de la plaque athéromateuse du dialysé ou l'insuffisant rénal. Des insuffisants rénaux, et vous avez aussi de la charge lipidique qui est importante. Alors, ce qui a fait un peu cette réflexion, donc c'est une étude qui a fait polémique, qui a été publiée donc récemment à l'ACC, et très rapidement le design, donc vous avez une population, enfin 2 bras, dont l'un recevait un traitement médical seul, et le deuxième bras, traitement médical associé à une angioplastie coronaire, indépendamment de la sténose, c'est-à-dire pas de sténose serrée. Habituellement, c'est les sténoses serrées fonctionnelles, entre guillemets, c'est ça qui est envoyé au cardiologue interventionnel. Et maintenant, la réflexion, donc, c'est autre chose, c'est des plaques intermédiaires en matière de sténose, mais avec des signes de vulnérabilité. Et vous voyez, quand on dilate ce genre de plaques, il y a un gain en matière de MACE. Donc c'est ça un peu la nouveauté de la réflexion par rapport à ces plaques athéromateuses. Donc on ne s'intéresse plus à la caractère serré de la sténose, mais au caractère de vulnérabilité de la plaque, même étant intermédiaire. Enfin, c'est ça la réflexion. Et d'autant plus que quand on fait des coroscanners, donc pour les classifier en matière de sténose, habituellement on se basait que sur la sténose. Maintenant, on intègre le score calcique pour avoir une idée sur la charge calcique, et surtout et enfin, c'est la notion de vulnérabilité qui est intéressante à signaler aussi. Et vous voyez donc les plaques qui ont été donc l'étude PREVENT, et puis il y a aussi au moins 4 ou 5 études qui sont en cours. On verra dans quelques petites années par rapport à la conduite à tenir, par rapport à ces plaques vulnérables non serrées. Et c'est surtout des plaques
entre 50 et 69, c'est le cas de RATS 2 ou 3. Alors, les critères de vulnérabilité sur le scanner, qu'est-ce qu'on voit? On voit quatre choses. Donc, on parlait de microcalcification, on parle de l'atténuation ou les rehaussements qui est bas, donc c'est des plaques hypodenses, molles, donc pleines de lipides, et sur le plan scanographique, moins de 30 unités Hensfield. Vous avez le remodelage positif de la plaque, c'est-à-dire une augmentation du diamètre au niveau de la plaque, et vous avez ce fameux signe aussi, le napkin ring sign, donc la ronde de la serviette, comme on dit, et qui témoigne de la nécrose au sein de la plaque d'athérome, en particulier au niveau de lipides. Donc les coronaires du diabétique, ça vous le savez, on le sait depuis des années, sur le plan coronarographique, on parle de lésions, c'est des patients qui font de l'athérosclérose un peu complexe, des pleuries tronculaires en général, des occlusions, plus d'occlusions chroniques, plus de lésions calcifiées et surtout une atteinte diffuse des artères de petit calibre. Et le scanner confirme en fait, confirme un petit peu toutes ces données qu'on avait sur le plan coronarographique invasif. Et vous voyez, on parle de plaques en particulier chez le patient diabétique hypertendu. Donc, c'est des plaques calcifiées, c'est des plaques mixtes. Donc, plus de sténose, surtout cette catégorie de sténose, c'est des plaques qui ne sont pas serrées, mais qui présentent des critères de vulnérabilité dont on a parlé. Voilà à peu près ce qu'on voit sur un scanner. C'est les plaques calcifiées, vous n'avez que des calcifications, des plaques mixtes où vous avez l'hypodensité associée aux plaques calcifiées, et vous avez des plaques molles qui est constituée particulièrement du lipide. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait, donc une étude qu'on avait fait il y a quelques années avec tous nos amis de la Société algérienne d'hypertension artérielle. Et c'était une idée de professeur Valency, que vous connaissez tous, qui s'intéresse de près à ce score calcique. Et donc, c'est lui qui a designé d'ailleurs l'étude. Et il voulait savoir, en fait, en faisant un coroscanner, habituellement, le score calcique, il est destiné pour l'évaluation des patients à risque intermédiaire, voire le risque chez le patient asymptomatique. Alors, cette étude a englobé des patients qui viennent pour syndrome douloureux thoracique suspect d'insuffisance coronarienne, chez qui donc on fait un coroscanner, mais au préalable, on fait un score calcique pour voir si on injecte ou pas. Parce que quand il y a beaucoup de calcifications, il y a le Blumen effect, c'est les calcifications, donc on voit un peu mal les sténoses. Et donc, un certain seuil, chaque cardiologue qui fait ou radiologue qui fait le coroscan, il a son quota. Nous, en général, c'est 1000. Au-delà de 1000, on essaie de ne pas injecter parce qu'on voit mal un peu les sténoses. Et donc, on voulait savoir à peu près si déterminer en particulier chez les patients symptômes donc diabétiques ou non, la valeur prédictive de ce score calcique pour la présence de sténose coronarienne significative au-delà de 50% qui sont détectables donc au coroscanner. Donc l'étude avait englobé 52 patients, l'âge moyen à 61 ans, et qui ne présentaient pas d'histoire, enfin des antécédents d'insuffisance coronarienne, aussi bien la revascularisation par pontage ou par angioplastie, et un DEM de pathologie coronarienne connue, et en fonction des recommandations, donc on avait inclus des patients à un risque intermédiaire, bas et haut, et comme facteur de risque surtout, vous voyez par exemple, on a eu 42 diabétiques, on a eu 53 hypertendus, et le couple donc infernal HTA et diabète était retrouvé à 34%. Donc c'est les derniers chiffres qu'on a au sein de la SAHA par rapport à ces données dans ce type de population. Alors comme score calcique, on a eu quand même la prévalence du score qui était importante, il y avait 65% en fonction des catégories du score. On a eu une trentaine, donc 30% de sténose coronarienne au-delà de 50%. Et quand on voit la prévalence des sténoses coronariennes en fonction du score calcique, en ayant un cut-off à 100, vous avez quand même qu'on a 2 patients sur 3 qui avaient des sténoses coronariennes et 11% moins de 100. Et vous voyez ici chez le diabétique,
une prévalence importante en matière de sténose au-delà de 50%. Mais quand même, on avait retrouvé chez ces patients 10% de patients qui avaient un score calcique bas, c'est-à-dire entre 0 et 10, et cela évoquait en fait un athérome qui est peu ou peu calcifié, et dans cette catégorie des 10%, dans cette tranche de pourcentage, il y a quand même des sténoses dont on parlait intermédiaires à vulnérabilité importante. Donc il y avait dans sa population des diabétiques plus de sténose, 60% comparativement aux non-diabétiques. Nous avons prolongé cette étude à la demande du professeur Vanessi, donc pour essayer d'augmenter la pertinence déjà des statistiques, d'une part, et on avait retrouvé à peu près les mêmes données. On est resté quand même, au lieu de 10, on est à 7,7%. Et les études qui sont venues après, on est dans les études qui ont été publiées, déjà que le professeur Vanessi l'a publié chaque fois dans la Société francophone de diabétologie. Alors, c'est ça l'image qu'on voit au coroscanner. Voilà les données. Ça, tout ça, c'est donc le vaisseau. Ça, c'est le rehaussement, donc c'est le produit de contraste qui passe dans les vaisseaux. Ça, c'est le napkin ring. Là, vous voyez, c'est avec la nécrose donne ce type d'hémicercle, et la microcalcification et le remodelage vasculaire. Enfin, quand on voit ces données-là, on est devant une sténose à haut risque cardiovasculaire ou une plaque à haut risque cardiovasculaire. Donc, quelques exemples. Pardon ? Il vous reste 5 minutes. 5 minutes. J'espère finir dans les temps. Alors, pour un exemple de femme 67 ans qui a été dressée pour un essoufflement à l'effort, hypertendue diabétique, et vous voyez donc des calcifications, et malgré qu'un score calcique était bas, donc à 30, elle a quand même une sténose à la limite de l'intermédiaire au niveau de sa coronaire droite. Et donc, pour le moment, c'est un traitement médical, mais dans quelques petites années, peut-être qu'on va envoyer ce genre de malade à Dr Gassin. Deuxième patient, 72 ans, homme, hypertendu, toujours diabétique, qui fait de l'angor, et vous voyez plein de calcifications de l'artère interventriculaire antérieure, plein de plaques aussi bien calcifiées, tout ce qui est jaune, c'est du calcaire, tout ce qui est vert, c'est le rehaussement, ce qui est rouge, c'est un peu le lipide, donc ça, c'est des logiciels, mais qui ne sont pas encore validés, mais qui nous donnent une idée par rapport à la caractérisation de la plaque d'athérome. Encore un patient de 57 ans, hypertendu diabétique aussi, qui fait de l'angor d'effort typique, score calcique 77, et vous voyez, il fait aussi on retrouve des plaques, et quand on fait le remodelage, il est à 1,88, en sachant que le pathologique, c'est 1,10 et au-delà. Encore un patient 69 ans, qui fait douleur thoracique, hypertendu, qui fait une épreuve d'effort un peu litigieuse. Et vous voyez une grosse calcification sur l'artère interventriculaire antérieure, plein de plaques à ce niveau-là. Donc il fait des plaques molles, donc il n'y a pas de calcaire, il n'y a pas de jaune, et des plaques calcifiées. Donc on peut retrouver chez le même patient des plaques vulnérables qui ne sont pas sténosées, et des plaques on intervient, on laisse ces plaques qui sont intermédiaires avec des signes de vulnérabilité. Et c'est ça, en fait, le risque qui rentre dans le risque résiduel, en quelque sorte. Voilà, patient, coronaire droite, pareil, vous voyez la calcification, vous voyez un peu de l'hypodensité également. Et là, plutôt, c'est une plaque qui est serrée, donc qui nécessite un geste interventionnel. Patient encore, une femme, 69 ans, douleur thoracique typique d'origine coronarienne, âge, facteur de risque et hypertension, diabète. Et vous voyez, quand on fait un score calcique, vous avez tout ce qui est vert, c'est du calcium, et donc vous voyez, ça touche le tronc commun, ça déborde sur l'artère interventriculaire antérieure, sur la circonflexe, plein de calcifications, même au niveau de l'aorte. On ne parle pas beaucoup d'aorte, comme vous le savez, l'athérosclérose étant une maladie ubiquitaire, ça touche tous les vaisseaux. Là, on parle des coronaires, mais il faut imaginer les carotides, le cerveau, l'aorte, les branches, etc. Et puis, quand on fait son coroscanner, vous voyez, c'est des sténoses à peu près intermédiaires. Il faut les toucher ou pas. On reste au traitement médical en 2025. On verra dans quelques petites années qu'est-ce qu'on peut leur proposer. Et donc, en conclusion, je dirais que la composition des plaques d'athérosclérose dans les artères coronaires présente une variabilité très importante.
et associé à la probabilité de la rupture, c'est ça le danger, et les événements ischémiques, l'identification et la quantification précise des composantes de la plaque, actuellement coronaire, est indispensable. Donc déjà sur les comptes rendus, vous allez voir des signes de vulnérabilité. Donc ça suggère quand même quelque chose derrière. Hein. L'imagerie non invasive dans les maladies coronariennes se concentre de plus en plus donc, sur la plaque athérosclérotique et que la tomodensitométrie, en particulier le coroscanner, peut fournir des informations très précises qui ont le potentiel de caractériser ces plaques coronaires, l'étendue de la calcification, les lésions riches en lipides, comme vous l'avez vu, et qui peuvent être séparées des lésions les plus fibreuses, avec aussi le remodelage positif, qui sont donc, tout ça, c'est des critères de la vulnérabilité de la plaque d'athérome. Et le diabétique, en particulier donc le diabétique hypertendu, étant un patient à haut risque cardiovasculaire, tout simplement parce que c'est des patients qui ont des plaques à haut risque cardiovasculaire. Et je vous remercie.